Et salut les yugistes, et bienvenue, bon retour dans ce décor après ce petit passage à Lyon pour le YCS. Justement, ça va être le sujet de cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit bilan de mon expérience de l'événement, mais aussi vous montrer un petit peu ce que je jouais, ma decklist, les combos, les choix, pourquoi je jouais ça, etc. etc. J'ai fait des timecodes pour la partie qui vous intéresse le plus. Déjà, je voulais vous montrer un petit peu les goodies qu'on a pu un peu avoir pendant l'événement. Donc ça, vous l'avez peut-être un peu entreaperçu sur la miniature ou dans le vlog, mais on nous a donné un super beau petit badge média à moi et à Darkset pour avoir l'autorisation de la part de Konami de filmer l'événement un peu partout dans ce grand hall à Lyon. Donc ça, c'était vraiment sympa. Ça fait un petit truc supplémentaire à ramener à la maison. Et surtout, moi, ce que j'ai adoré, eh bien, c'est tout simplement les petites pièces qu'on avait au hasard et qui nous donnaient pour la participation à l'événement. Vraiment, c'est hyper cool d'avoir ça, ça va finir dans ma collection. Du coup, on va commencer par un bilan rapide, un petit peu de l'événement, l'organisation et des gens un peu que j'ai pu croiser. Pour moi, vraiment un bilan hyper positif, un événement bien organisé, pas d'attente abusive, des gens en or avec qui c'était très intéressant d'échanger, une ambiance au top, beaucoup de commodités présentes sur place, et ça, il faut le souligner parce qu'au CDF, c'était pas pareil. Il y avait qu'un food truck pour 1500 joueurs, mais c'était des gens vraiment à chaque fois adorables, je le redis. La communauté Yu-Gi-Oh! Elle est incroyable. C'est des gens où à chaque fois, il y a eu beaucoup de fair play. Après match, avec qui on discute, on échange autour de cette passion qui nous réunit, et moi, je trouve ça juste incroyable. C'est très enrichissant humainement, mais aussi en termes de niveau de point de vue de jeu, ça peut nous permettre justement de voir des choses qu'on n'avait pas compris ou justement qu'on n'avait pas envisagé de cette manière. Bon, sur ce, maintenant que j'ai fait ce petit retour, ce petit bilan et ces petits remerciements, je vais vous parler de ce qui vous intéresse très certainement, ma decklist de l'événement. Évidemment, du coup, j'ai joué le deck Fu Vagabond Breeze. Pour moi, c'était le deck le plus solide à jouer pour l'événement, déjà parce que c'est anti-méta, parce qu'il a de la ressource, parce qu'il embête quand même quasiment tous les decks, il a très peu de points faibles en réalité. Après, je vois ceux qui s'y connaissent et qui vont me dire « Attends, t'as monde zombie, t'as des trucs ». Ne vous inquiétez pas, il y avait des moyens de les gérer, j'y ai pensé. Là, ce que vous voyez entre mes mains, c'est littéralement la 32e version du deck. Je l'ai tryhard pendant 4 mois à peu près, 6 mois. Et du coup, pour ceux qui veulent savoir, ma place pendant ce YCS était 298e. Alors, je vous mettrai une petite capture d'écran avec mon prénom seulement et mon numéro de joueur. Mais du coup, j'ai fini 298e. Alors, j'ai pas les stats exactes, j'ai demandé sur place. Apparemment, il y avait 2379 joueurs. Alors, je sais pas vraiment les chiffres officiels. J'ai essayé d'aller voir un petit peu sur Facebook, Twitter, les comptes officiels de Konami, ils ne les ont pas donnés. Donc ça, c'était pour le reveal de mon score exact, 298e sur 2400, encore une fois. J'en suis très content. Et c'était avec le deck Fu Vagabond Breeze. Donc je vais vous le présenter point par point, je vais vous expliquer les choix que j'ai faits et pourquoi je les ai faits. Donc on va tout de suite commencer avec les monstres. Bon, comme vous pouvez le voir juste ici en bas à gauche, le pimp peut aussi passer par des belles sleeves que j'ai fait venir du Japon, je me suis fait un petit kiff. Pour commencer, on va jouer évidemment 3 Robina, c'est le moteur du deck, c'est celui qui permet de lancer la combo de base, il nous permet d'aller chercher un BTL de maximum niveau 4. Donc généralement, il va nous servir à aller chercher ce bon vieux Eglen en 3 exemplaires. Lui, généralement, il nous permet d'aller chercher des boss monsters de minimum niveau 7 dans le deck qui sont BTL, donc évidemment il est obligatoire en 3 exemplaires. C'est l'autre Piu-Piu le plus important derrière Robina. Ensuite on va jouer en un seul exemplaire Stri qui risque de disparaître maintenant avec la méta qui a pas mal changé et l'annonce de la banlist parce qu'elle sera plus vraiment obligatoire dans un format où le bannissement va être beaucoup plus présent. Pour finir le packing de base de l'archétype, on va jouer en un seul exemplaire Toucan, qui bientôt sera peut-être à 2 exemplaires, je pense, parce que lui, vraiment, il va nous permettre de récupérer une de nos cartes Fu Vagabond Breeze bannies, donc n'importe quoi, les magies, les pièges, les monstres, et ça va être quelque chose qui va nous permettre de beaucoup recycler nos ressources, donc bien trop pratique actuellement. Donc là, vous avez vraiment la base des monstres de l'archétype. Ensuite, on va jouer la détestée et du coup, celle qui a disparu avec la dernière banlist, Statue Barrière des Tempêtes, qui va nous permettre, tant qu'elle est là, de bloquer l'adversaire dans ses plays et l'obliger à invoquer Norme pour battle. En gros, elle empêche les gens d'invoquer spécialement des monstres, hormis des monstres vent. Donc maintenant, celle-là, elle va disparaître. Est-ce que le deck est mort à cause de ça? Bien sûr que non, mais ça, on va en discuter dans la 3e partie de cette vidéo. Je vais vous parler un petit peu de mon avis sur la banlist, justement. Donc, 2 statues barrières en main deck. Pourquoi? Parce que c'est bien trop fort. Déjà, si on joue contre Tiermentation et qu'il commence first,
et il va nous meuler une statue, il va penser que c'est OK parce qu'on n'en a plus, donc non, ça nous en fait une deuxième au cas où en ressource de secours. Et c'est surtout que mine de rien, si on commence notre premier tour et que tout se passe bien, on va finir avec un board où il y aura M-Pen statue, et au début du tour de l'adversaire, on va refaire un deuxième M-Pen, une deuxième statue. 95% des cas, les personnes abandonnent tout de suite. Si c'est pas le cas, c'est parce qu'elles ont des breakboards dans la main du style Lightning Storm ou Raigeki. Ensuite, on va jouer la deuxième carte aussi détestée du format, le migrateur dimensionnel, lui qui reste à 3 exemplaires, bien trop puissant dans le deck, bien trop gratuit. Nous, on s'en fout que nos cartes soient bannies face recto. Au contraire, ça nous arrange, elles sont plus simples à récupérer. Au niveau des big boss, pour finir les monstres, on va jouer un Apex Aviaire. Pour ceux qui ne savent pas du coup, Apex Aviaire, c'est juste une Omni-Negate gratos. À chaque fois qu'il y a une chaîne qui commence, et je dis bien une chaîne, donc c'est à partir du moment où l'adversaire active un effet en chaîne 1, on va pouvoir chain block, c'est-à-dire tout de suite derrière répondre par l'effet d'Apex Aviaire, le remonter lui-même dans notre main vu que c'est un BTL et Omni-Negate, n'importe quel effet activé de l'adversaire, donc c'est très fort. Très utile aussi du coup contre le match-up miroir, évidemment. Pour continuer, on va bien sûr jouer 2 M-Pen, le pingouin, le big boss de l'archétype, le seul à être joué au moment où je tourne cette vidéo, au moment où j'ai joué au YCS, mais ça risque de changer encore une fois. Lui, il est tout simplement trop bon, trop fort. Déjà, il va nous permettre d'aller tuto n'importe quelle carte Fuvaga. Ensuite, tant qu'il est sur le board, il force l'adversaire à activer les effets de ces monstres seulement quand ils sont en défense, donc il va être obligé de les invoquer spé en défense s'ils veulent activer leurs effets, parce qu'il empêche l'activation d'effets des monstres invoqués spécialement en mode attaque. Et enfin, parce que cerise sur le gâteau, il faut toujours en faire plus des effets, si jamais il battle ou on le battle, en effet rapide, on va pouvoir bannir une carte de notre main, n'importe quoi, pas forcément un monstre, un BTL, un Fuvaga, n'importe quoi, et en échange, on va diviser en deux l'attaque et la défense du monstre qui va le battle. Enfin, pour finir avec les boss, on va jouer celui qui embête le plus et qui peut se recycler, du coup. Raiza qui va nous permettre de gérer les ressources de l'adversaire, bien trop fort. Du coup, on peut, s'il est invoqué par sacrifice, cibler une carte sur le terrain et la remélanger dans le deck et cibler une carte dans les cimetières et la mettre au-dessus du deck. Et si, en bonus, on a sacrifié un monstre vent pour son invocation, on va pouvoir remettre une carte sur le terrain à la main. Donc dans ces cas-là, on peut soit le remettre lui-même pour refaire son effet un peu plus tard, soit gérer une ressource un peu trop embêtante de l'adversaire. Bref, c'est trop fort et souvent, lui, on le fait justement pendant le tour de l'adversaire. Je vous laisse quelques minutes le plan justement de mon ratio de monstres dans le deck et on va passer tout de suite maintenant aux magies. Pour ce qui est des magies, du coup, on va bien sûr jouer les 3 magies de l'archétype, l'avènement de l'aventure, tout simplement parce que eh bien, ça nous permet d'aller chercher dans notre deck une carte Fuvaga, un monstre, ou la magie de terrain. Donc, sur le principe, c'est trop fort. On peut le faire en effet rapide, en réponse par exemple à l'annulation d'une norme effet de Robina ou quelque chose comme ça. On va aller chercher ce qu'on a besoin à ce moment-là. On va gagner 500 points de vie, ça c'est très important. C'est dans la fin de l'effet et au time, ça peut avoir son importance pendant la 3e game. Donc ça, c'était évidemment pour le tutor du deck. Après, on va bien sûr jouer 3 exemplaires de Fuvaga et la carte magnifique, donc la map, la magie de terrain, une carte bien trop forte qui, pendant notre main phase, nous permet en échange de révéler à l'adversaire un BTL niveau 1 dans notre main, de pouvoir faire une invocation normale supplémentaire ce tour. Donc on a toujours notre invocation norme de base. Ça nous permet de boot une ressource pour tout de suite derrière la récupérer avec la norme qu'on va faire. Et en dehors de ça, si l'adversaire a le malheur de faire une invocation normale pendant son tour, tout de suite derrière, nous, on va norme aussi depuis notre main. Donc en fait, la boucle des oiseaux repart. Et ça, c'est très très fort. Ensuite, on va jouer 2 exemplaires main deck de Fuvaga Bombrise et les vents inexplorés. Alors vous allez me dire, mais pourquoi 2 exemplaires? Ça se joue à 1. Parce que je voulais en avoir 3 au total avec celui qu'il y a dans le side pour justement contrecarrer un petit peu le même deck si jamais je le rencontre en match miroir. Mais c'est surtout une très bonne carte à avoir en main de départ. Si on a un peu briqué, on va pouvoir, premier effet, sacrifier un monstre qu'on a et une carte contrôlée par l'adversaire, et ça souvent ça en fait bugger certains, donc c'est bien une carte, c'est-à-dire que ce n'est pas obligé d'être un monstre, ça peut être une carte posée, une magie et piège face recto continu, ou un terrain, donc on peut gérer n'importe quelle ressource sur le terrain de l'adversaire quand on doit faire une invocation sacrifice qui nécessite 2 sacrifices. Donc ça déjà en effet continu, c'est trop fort, ça ne s'active pas, du coup ça fonctionne comme les kaiju, ça gère quasiment toutes les cartes du jeu, donc c'est vraiment très très fort. Et le deuxième effet, du coup, si on brique, on va pouvoir révéler jusqu'à 2 BTL de notre main, les remettre en dessous du deck et piocher le même nombre de cartes, donc on peut draw 2. Ensuite, on va jouer évidemment le livre de la lune, petit clin d'œil du coup, comme vous le voyez, j'ai full pimpé, je l'ai mis en rareté platinium, j'en avais jamais eu en plus avant.
ça me fait un peu penser à de l'ulti. Donc je voulais éviter de craquer et de prendre 3 livres de la lune en ulti, donc je les ai pris en Platinium rare de la collection des Chevaliers de Noble N4RT. Et franchement, quel kiff de jouer ça. Donc, Book of Moon, encore une fois, un out beaucoup trop fort. Je l'ai un peu tease en vous en parlant tout à l'heure, mais on va jouer bien évidemment 3 pots de dualité. Ici, présent en Secret rare, comme je vous l'ai dit, on a craqué, hein, on s'est bien fait plaisir. Excellente carte aussi. Sa contrepartie, c'est qu'on ne peut pas invoquer spécialement, mais nous, on n'en a rien à faire, on ne fait que des invoques normes, c'est ça le gros point fort du deck. Donc c'est juste une carte gratuite qu'on va pouvoir jouer, révéler les 3 du dessus, ajouter celle dont on a le plus besoin au moment où on la joue, et après, voilà, c'est juste de la pioche gratos. Ça va être un peu pareil du coup pour son cousin le pot de la prospérité. Alors là, moi j'ai voulu avoir l'édition de base de Blazing Vortex, voilà, j'ai voulu me faire plaisir en Secret rare, et non pas en prismatique Secret rare, c'est pour ça que je l'ai pris comme ça, je voulais des secrets qui se ressemblent. Donc ça, pareil, bien trop fort dans le deck, notre extra deck. Normalement, on ne s'en sert pas. Moi, il n'est pas là pour décorer, il peut servir en cas de crise, mais sur le principe, on va ban 3 ou 6 cartes, en révéler le même nombre du dessus de notre deck, donc on est quasiment sûr de tomber sur la carte qu'il nous faut à ce moment-là, et après on l'ajoute à notre main, c'est juste trop fort. Contrepartie cependant, en plus de bannir des ressources de l'extra deck, on va avoir des dommages de combat divisés par 2, jusqu'à la fin du tour, et on ne pourra plus piocher par effet de carte, mais bon, on sait quand on joue cette carte qu'il faut la jouer en dernier, donc par exemple, si je veux faire mes vents et mon pot de dualité, il faut que je le fasse avant mon pot de la prospérité. Pour terminer avec les magies, on va jouer 3 fois Dark Ruler, plus du tout Gouverneur des Ténèbres, en main, parce que c'est trop fort. Si jamais, malheureusement, on perd le dé, eh bien, ça va nous permettre d'avoir une ressource qui nous permet de passer des boards. Si jamais on gagne le dé et qu'on l'a en main de départ, c'est pas une ressource briquée, elle peut nous servir justement au tour d'après pour remonter au cas où le mec arrive à faire un board assez fort, malgré notre board bloquant avec M-Pen et statue. Donc Dark Ruler, bien trop fort. Contrepartie, on n'infligera pas de dommages à l'adversaire le tour où on a joué la carte, mais il ne peut plus activer d'effets de monstre présents actuellement sur le terrain. Encore une fois, je vous laisse un plan rapidement sur les magies et leur quantité que je joue main deck, et on va tout de suite passer aux pièges, et ça va être assez rapide. Les pièges, donc, on va en jouer seulement 4 en main deck, mais ils sont très importants. Après, ce ratio et les pièges qu'on jouera vont certainement changer post-banlist, mais ça, je vous en parlerai un petit peu après. En attendant, on va jouer en un seul exemplaire, Vagabond Brise et la ville rêveuse. La piège, on va préférer aller la chercher avec M-Pen, plutôt que le terrain, par exemple, parce que le terrain, eh bien, l'adversaire peut se passer ou éviter de faire des invocations normales, surtout dans le format actuel, et donc ce serait un peu compliqué, on n'arriverait pas à faire notre norme pendant le tour de l'adversaire pour essayer de lui gérer des ressources ou l'interrompre dans ses combos. Du coup, on va aller chercher la piège, la poser, essayer de la jouer en réponse à un mouvement de l'adversaire, comme ça nous garantit notre invoque normale. En bonus, et c'est ça qui est très fort, à la fin du tour où on aura refait un board, eh bien, si jamais on invoque par sacrifice, on va pouvoir la bannir du cimetière, ça peut être le tour où on l'a utilisé en plus, et on va pouvoir Book of Moon, c'est-à-dire mettre en défense face verso tous les monstres sur le terrain de l'adversaire. Et ça, c'est extrêmement fort, tout simplement parce que, encore une fois, hormis dans les decks fusion où il peut faire des fusions avec des monstres face verso parce qu'il les connaît, les autres decks, ça va complètement les bloquer, il va pas pouvoir faire de lien, pas d'Xyz, encore moins de synchro, et à ce moment-là, ça peut complètement l'arrêter, le stopper, le bloquer dans ses combos. Donc, en un seul exemplaire, la ville rêveuse, peut-être qu'avec le temps, ça changera. En tout cas, aussi, peut-être que l'autre piège de l'archétype, le contre-piège, la mère terrifiante, risque d'être joué, mais je ne l'ai pas sous la main malheureusement, mais post-banlist, d'après moi, ça va revenir. Enfin, une des meilleures cartes du deck, surtout si on l'a en main de départ et qu'on go first, ça va être le dragon de compagnie de Dame Harpie. Je me permets de faire une parenthèse sur la rareté de cette carte, une de mes préférées de tout le jeu. Elle est en ultra rare, oui messieurs dames, mais en ultra rare de l'extension d'Usa, c'est-à-dire Duelist Saga. Et ça, c'est vraiment incroyable. En fait, on a un espèce d'effet parallèle dans le foil de la carte. Et moi, je trouve ça juste splendide. Si je pouvais avoir le full set de d'Usa, un jour peut-être, je le ferais. C'est un de mes rêves de collection. C'est comme faire un full set de Platinium rare NKRT. C'est pareil, un jour peut-être, et je vous le montrerai en vidéo. En tout cas, pour revenir à la carte, le dragon de compagnie de Dame Harpie, c'est juste une des meilleures trappes qu'on puisse jouer dans le deck en main deck. Si on contrôle un monstre vent bête ailé, on va tout simplement dire à l'adversaire « t'as plus d'effet de monstre ». C'est-à-dire que on va faire ça en début de tour de l'adversaire et il ne pourra tout simplement plus rien faire.
pas d'effet dans la main, pas d'effet dans le cimetière et encore moins sur le terrain. Donc généralement, c'est juste fin de tour à toi. C'est extrêmement puissant. Donc ça, évidemment, je le joue en 3 exemplaires. C'est bien trop fort. Pourquoi en main deck, certains me diront? Eh bien, tout simplement parce que si on l'a en main de départ, c'est trop fort. Ça nous assure de passer le tour de l'adversaire. Si on l'a en Go 2, malheureusement, c'est un peu plus dommage. Mais ça nous assurera aussi d'empêcher l'adversaire de jouer pour son tour d'après. C'est un peu moins efficace et on préférerait avoir un A forces égales. On va quand même passer en revue l'extra deck qui peut être utile, encore une fois. Alors, on va jouer un Zeus, tout simplement parce qu'on va avoir le packing avec lui. On va jouer les Lyrilusques, donc on va jouer les 4, une de chaque, tout simplement parce que eh bien, elles ont toutes des effets qui sont plus ou moins intéressants en fonction de ce qui se passe en game. Le Rossignol d'ensemble, c'est le seul sur lequel j'ai un doute, peut-être qu'il sera remplacé à terme par une de ses sœurs, justement parce qu'elles ont des effets plus intéressants et lui, c'est vraiment très situationnel. En gros, elle va nous permettre de negate une invocation de monstre invoqué spécialement. Le gros problème, c'est que généralement, on s'en fout un petit peu, l'adversaire, on le bloque déjà avec autre chose. Donc on va jouer une ensemble, on va jouer une griffe de promenade. C'est elle la plus importante du lot des Lyrilusques, tout simplement parce qu'elle nous permet, en échange de détacher un matériel, de péter une magie ou un piège de l'adversaire. Donc ça, c'est pour gérer Monde Zombie, justement, quand c'est un peu trop critique. Pour continuer, on va jouer Récital Sturnidé. Elle va nous permettre, si on a vraiment une très mauvaise main de départ, ou justement qu'on veut repartir après avoir été bloqué par un Monde Zombie ou quelque chose comme ça, d'aller chercher tout simplement le Piu-Piu qui nous manque. Pour terminer avec les Lyrilusques, on va bien sûr jouer le Rossignol assemblé. Ça, c'est la porte la plus évidente à Zeus, d'après moi. Elle va gagner 200 points d'attaque pour chaque matériel qui lui est attaché. Et surtout, elle va pouvoir attaquer directement et un nombre de fois égal au nombre de matériels qui lui sont attachés. Donc imaginons j'avais un full board de Piu-Piu, donc 5, je vais la faire avec 5 matos, elle va avoir 1000, elle va taper 5 fois, elle va taper à 5000. Et derrière, pouf, on va pouvoir par-dessus faire la magicienne Sedafana, ça fera un 6e matos, et par-dessus, eh bien on va tout simplement pouvoir faire notre Zeus qui va brasser des boards 3 fois avec 6 matos, c'est quand même très très fort. Je l'ai un peu jeté comme une malpropre, mais la magicienne Sedafana, c'est vraiment la porte à Zeus. Elle va nous permettre pendant notre main phase 2 de l'invoquer, de la surinvoquer par Xyz en utilisant un monstre Xyz de maximum rang 3 qu'on contrôle. Donc les petites Lyrilusques, elles sont parfaites pour le job, elles sont rang 1. On va transférer les matériels, elle va gagner 200 points d'attaque pour chaque matériel qui lui est attaché. Elle est juste là de passage pour faire boum, Zeus, tout simplement. Donc ça, c'est le packing Zeus Xyz. Parce que moi, ça me fait bien trop rigoler, j'aime la burn. On va jouer nos 2 super cuirassés canons ferroviaires. Celui-ci, parce que tout simplement, avec 2 MPN, on peut le faire et terminer une game. Ça m'est déjà arrivé 2-3 fois. Pendant notre prochain tour, après avoir bloqué, le mec n'a pas abandonné. Il lui restait 2000 points de vie ou moins. J'ai fait ça, détaché un matériel. Et là, vous voyez, infliger 2000 points de dommage. Si ça suffit pas, on va par-dessus faire le Juggernaut Liébé qui va nous permettre de détacher un matériel et derrière de taper à 6000 et ça fait quand même vachement mal. Donc ça, c'est notre petit packing Xyz. On va enchaîner avec un petit packing Link des charmeuses et donc pour ça, on va jouer 3 charmeuses. Dark, tout simplement parce que les ténèbres sont l'attribut le plus représenté dans Yu-Gi-Oh! Qu'à un moment, s'il y a quelque chose de très compliqué et que nos Piu-Piu ne suffisent pas, eh bien on va pouvoir la sortir pour piquer une ressource dans le cimetière de l'adversaire. On va jouer Eria et Verdante tout simplement pour aller chercher, en cas de besoin et vraiment d'extrême urgence, nos Robinastri ou nos Eglen Toucan. Donc ça, c'est toujours très très bon à prendre. Après, on va faire dans le générique, on va jouer un Cerbère, Chevalier du Cauchemar, pour tout simplement remonter un monstre invoqué spé. Un Phénix pour gérer une magie ou un piège. Donc ça, c'est la deuxième possibilité pour gérer Monde Zombie si vraiment on n'a plus notre out de Lyrilusque. On va jouer un lien Kuribo, tout simplement parce que, eh bien, on a des niveaux 1, alors pourquoi s'en priver? Et ça, c'est encore une fois pour le LoL, parce que ça me fait bien rire, mais on va jouer un renoncer Anima, parce qu'encore une fois, on joue des niveaux 1, ça peut nous permettre de piquer un monstre à l'adversaire et lui faire une battle un peu solide s'il avait beaucoup de points d'attaque. Donc voilà, ça c'était pour l'extra deck, on en a bientôt fini. Maintenant, je vais vous montrer le side deck, et vous allez comprendre que certains choix, ils n'ont pas été évidents, mais j'ai mes petites tech cards et je suis plutôt fier de moi. Du coup, on va passer au side deck et je vous représente encore ce magnifique Field Center et on va jouer, pour commencer, le colibri aérien néospatien. Alors là, je vous avoue, je flex un petit peu, je l'ai pris en ulti. Il est juste splendide, j'aime beaucoup les vieilles ultis où justement il n'y a que le cadre et le monstre qui sont dans la rareté, je trouve ça magnifique. Bon, je dis que le cadre et le monstre, mais il y a aussi l'attribut et le niveau, c'est ça qui rend vraiment magnifique
cette rareté rétro. Du coup, pourquoi le colibri aérien néospatien? Eh bien déjà, tout simplement parce que c'est une cible qui peut être allée chercher avec Robina. On fait norme Robina effet, on va pouvoir aller chercher le colibri. Le colibri en 3e game qui va être trop fort en time, tout simplement parce qu'on va gagner 500 points de vie pour chaque carte dans la main de l'adversaire. Donc c'est-à-dire que vu qu'il n'a pas joué dans la logique ou à part une entrap, on va gagner 2000-2500 points de vie. Et ça au time, quand il reste 2-3 minutes et qu'on commence notre tour, c'est trop fort. Généralement, la game, on l'a grâce à ça. Pour continuer de parler de cartes qui sont seulement pour la 3e game au time et donc seulement pour la fin du match, on va jouer un Esprit de la Terre Immortelle, Asla Piscu, encore une fois en ulti. J'ai vraiment craqué, hein, je vous le dis. En même temps, regardez-moi comme c'est beau. Alors, Asla Piscu, il a une faiblesse, malheureusement, c'est que s'il n'y a pas de magie de terrain sur le board, il va se tuer par son propre effet. Donc ça, c'est un peu dommage, mais généralement, soit nous, on a notre map, soit l'adversaire aura une magie de terrain. C'est assez rare qu'il n'y en ait pas. En dehors de ça, donc ça, c'est si jamais la 3e game, eh bien, ce n'est pas nous qui la commençons au time. Donc, si jamais l'adversaire joue sa game, qu'il reste un peu de time, on va se dépêcher d'aller chercher Asla Piscu, tout simplement parce que, pour commencer, il attaque directement. Donc, c'est un gros ton à 2005 qui dit « boum, moins 2005 ». Généralement, ça, c'est assez efficace. Ensuite, deuxième effet, beaucoup plus tricky, j'ai réussi à le placer qu'une seule fois, et c'était même pas pendant le YCS, c'était à mon local. Eh bien, si il va quitter le terrain, par exemple, si on le sacrifie pour invoquer nos autres boss monsters, Ryza, Mpen, Apex, eh bien, il va faire tout simplement un Raigeki sur le board adverse, et l'adversaire va manger 800 par monstre pété par cet effet. Malheureusement, c'est très spécial à placer, ça nous demande d'avoir le terrain et minimum 2 oiseaux en main de départ pour pouvoir faire ça, et derrière, généralement, eh bien, on va le faire avec notre norme additionnelle, et notre norme de base, on va faire Mpen en le sacrifiant, et ça va raser des boards. J'essaye de faire vite dans les explications, mais c'est un peu difficile des fois quand on doit un peu tout expliquer et qu'en plus c'est un deck qu'on aime bien. Je vais jouer du coup 3 fissures dimensionnelles en side. Bon, malheureusement, je n'en ai qu'une seule de pimpée en secret rare. Encore une fois, une rareté LCGX, donc dans les coffrets GX de l'époque. Juste magnifique, avec juste la fissure et la faille de la fissure qui sont en rareté secret rare. Bon, bien sûr, il y a le titre qui est aussi argenté, mais magnifique. Ça, en 3 exemplaires, spécialement pour contre-tir et contre-tir. On la rentre à partir de la 2e game si on affronte tir. Et après, on prie pour la toucher parce que contre le deck, c'est bien trop fort. Après, comme je vous le disais tout à l'heure, on va jouer un exemplaire supplémentaire des vents inexplorés en side, mais seulement si on est en match miroir. Ça rentre x3. On le veut le plus rapidement possible, tout simplement parce que, de mon point de vue, quand on rencontre un miroir Fuvagabond Brise, ça, on le veut le plus vite possible pour gérer les cartes en face et empêcher de continuer les combos avec les normes. Donc ça, c'est vraiment la carte, selon moi, la plus forte quand on est en Fuvaga contre Fuvaga. Après, on va rentrer dans les breakboards. On va jouer, bien sûr, 3 Lightning Storm, Orage Foudroyant. Ça rentre vraiment à partir de la 2e game, vu que l'adversaire va, dans 95% des cas, commencer. On va main ça, ce qui fait que si on le draw, on va pouvoir soit péter toutes ses magies, soit péter tous ses monstres. Donc ça, c'est extrêmement fort. Bien sûr, en side, parce que ce n'est pas du tout intéressant. Si on go first, c'est encore une fois une main briquée, ça ne nous sert pas à grand chose. Pour continuer avec les breakboards, et ça, je l'ai rentré spécifiquement pour Kashtira, mais évidemment, j'en ai pas rencontré avec ma chance légendaire. Je mets ce bon vieux Raigeki x3 dans mon side, tout simplement parce qu'encore une fois, c'est un breakboard gratuit. On le veut à partir de la 2e game, parce que si jamais on a fait un Lightning Storm sur les MP, et qu'après on a un Raigeki, on clean juste tout le board en 2 cartes, donc c'est trop fort. Ça m'est déjà arrivé d'ailleurs, pour vous dire, de clean tout un board entier avec les 2 d'affilée. Le mec tire une sacrée tête, mais c'est normal. Donc ça, bien sûr, trop fort pour gérer Kashtira, tout simplement parce que généralement, les joueurs Kashtira actuellement bloquent les zones monstres, mais nous on va essayer de gérer le deck avec les magies et les pièges. Et histoire de compléter le tableau, parce qu'il faut continuer de breakboard, mais encore plus fort, on va jouer à force égale en 3 exemplaires, et encore une fois, en side, ça c'est mon choix, tout simplement parce que en main pour moi c'est pas bon, on le pioche, c'est une brique, et ça à partir de la 2e game c'est trop fort, on le draw, on fait battle, fin de battle, bim, et on va juste ban face verso toutes ses ressources à part une carte. Et ça, c'est beaucoup trop fort. Du coup, à forces égales, bien sûr, en 3 exemplaires, en side. On va maintenant parler et réagir un peu 20 ans après tout le monde à cette banlist qui a été hyper vénère. Ils ont littéralement snipé, tir, et ils lui ont pas fait de cadeau, ils ont juste tué le deck, c'est un peu dommage. Et surtout, avec cette banlist, on va aussi réagir à l'avenir du deck Fuvagabond Brise et parler de ceux qui restent et ceux qui partent. On peut voir justement que la site artefact est bannie. Bon, ça, c'est un peu anecdotique contrairement au reste. Donc,
La statue barrière des tempêtes, comme on peut le voir juste ici, est maintenant bannie. Donc ici, eh bien, elle va sortir du deck. Ça y est, c'est terminé, on ne peut plus la jouer. Donc ça nous donne 2 emplacements supplémentaires où on va pouvoir rentrer beaucoup de choses. Ensuite, on voit que Kid Kalos est banni. C'était le choix le plus logique, tout simplement parce que j'en discutais avec Darkseb, mais c'est vrai que Kid Kalos est joué soit en un exemplaire, soit en 2 grands max, donc la limitée, ça n'aurait changé pas grand-chose. Sprite Elf, c'est aussi cool de l'avoir banni, parce que clairement, un deck qui permet de spammer Crapodilic et de le faire revenir pour faire son effet 3 ou 4 fois d'affilée, c'est un peu contraignant quand même, sachant que c'est une Omni-Negate, bon, c'est un peu trop strong. C'est surtout la suite de cette banlist qui me fait dire qu'ils ont snipé et détruit le deck Tiermentation. Regardez un petit peu ça, Agido, Kelbek, Keldo, Mudora, qui viennent de sortir pourtant dans les expertes fantastiques, sont tous passés à un exemplaire, et ils ont tiré sur Avnis, Merli et Sheren, qui sont aussi en un exemplaire. Ça, je trouve que c'est pas vraiment logique. Certaines cartes, ils auraient pu les semi-limiter à 2, certaines les laisser à 3, c'est pas celle-là qu'il fallait toucher, il fallait toucher Reino Heart, et de toute façon, maintenant, il y a la Kashtira Tiermentation qui est sortie, qui va remplacer les tirs qui viennent d'être limités, donc bon, c'est pas non plus le meilleur choix qu'ils auraient pu faire. Ils auraient pu aussi limiter le terrain limité et Reino Heart limité, ça aurait été plus judicieux, plus logique, et ça aurait plus cassé le deck que ça. Ça, c'est vraiment pour dire, les gars, changez de deck, changez de méta, maintenant on passe au Kashtira. C'est un peu dommage. Encore une fois, tout ça, ce n'est que mon avis. Et enfin, on passe à la page des cartes délimitées, et ça, je trouve ça très intéressant. On va voir Destrudo, le dragon du frisson. Donc ça, je pense que c'est une bonne carte qui peut rentrer dans beaucoup de decks. J'ai vu des decks Sword Soul la jouer. Ça peut faire des trucs. On va avoir du coup le retour d'une méta beaucoup plus diversifiée grâce à cette banlist qui va délimiter des cartes clés nécessaires pour les decks synchro, comme le Jet ou encore le Olion. On va aussi avoir du retour de Pendule. Bon, ça, moi, ça me fait pas trop kiffer, mais bon, la servante d'Endymion à nouveau à 3, eh bien, vraiment, ça va faire remonter beaucoup de trucs. True King Lithosagim, bon, ça, c'est pareil, à voir si ça peut rentrer dans Sword Soul, mais la carte est très très forte. Yatagarasu, je comprends pas, parce que clairement... la carte déjà à 1 faisait pas grand chose, et là à 3, je dis peut-être n'importe quoi, mais pour moi c'est pas quelque chose d'incroyable qui sera énormément joué en 3 exemplaires en tout cas. Et après du coup la magie spirale, ça suffira pas à faire revenir le deck à la forme qu'il avait quand il était méta, donc vraiment les 2 derniers choix, plutôt OSEF. Bon après du coup c'est ma réaction et mon avis sur la question de la banlist, tout le monde ne sera forcément pas d'accord avec ça, mais pour moi le plus important, ce qui va changer le paysage de la méta, ça va être la première page, les cartes interdites. Du coup pour finir cette vidéo, on va évidemment aborder la question de « Et maintenant, le deck Fuvagabond Brise, qu'est-ce qu'il va devenir ?» Pour moi, en tout cas, il est loin d'être mort, contrairement à ce que beaucoup pensent. Même si la statue barrière est partie, le deck va juste s'adapter et changer. Pour moi, maintenant, le game changer, ça va être Ibunej, tout simplement parce que avec la méta Kashtira, il va nous permettre de Book of Moon tout le board adverse. Donc ça, contre le deck Kashtira, ça va être trop fort. Ça va nous permettre de gérer ses effets, de débloquer les zones en basculant en face verso son Shangri-La. Donc ça, pour moi, ça va remplacer un Apex Xavier qui pour moi est secondaire et inutile dans le deck, qui n'a pas vraiment son utilité, donc pour moi Apex sort. Ensuite, c'est ce que je vous disais, pour moi Shifter n'est plus forcément la meilleure entrap à jouer dans le deck. On est dans une méta où il va y avoir beaucoup de tutos, où il va y avoir beaucoup de searchable, donc pour moi ça c'est à remplacer avec 3 Hurluberlu en main deck. Je pense que là, c'est le meilleur moment pour le jouer, vu qu'on va avoir une méta beaucoup plus versatile. On risque d'avoir du Branded Despia de la fusion, du Sword Soul de la synchro, surtout avec le retour des cartes spéciales pour les decks synchro, du pendule. Il y a trop de diversité pour continuer à jouer Shifter. Autant jouer un Hurluberlu qui va empêcher la tuto, et ça, c'est vraiment beaucoup trop fort. Ensuite, je le disais aussi tout à l'heure, mais pour moi, Stri risque de basculer au profit d'un deuxième Toucan, tout simplement parce qu'encore une fois, on va arriver dans une méta Kashtira avec beaucoup de bannissements. Donc forcément, on va vouloir récupérer plus facilement nos ressources avec un Toucan supplémentaire. Après, évidemment, moi, je vais enlever un vent de mon main deck, ça ne sert plus à grand-chose. Beaucoup de personnes, je pense, vont abandonner le deck Fuvagabond Brise en pensant qu'il est terminé, mais moi, je suis encore une fois pas trop d'accord avec ça. Ça va nous laisser du coup un free spot pour le piège, à part la ville rêveuse dont j'arrête pas de vous parler, la mer terrifiante. Ça, un contre-piège, déjà, beaucoup trop fort, une Omni-Negate. Et en bonus, derrière, l'adversaire ne va plus pouvoir invoquer SP, il va pouvoir faire que 3 invoques normales. Donc ça, c'est quand même vachement fort, à savoir que 3 invoques normes, on va pouvoir gérer la plus grosse partie des cartes qu'il a faites avec un Raiza au tour d'après. Donc,
pour moi, ça va rentrer dans le deck en un exemplaire, la Mère Terrifiante. Pour remplacer nos barrières, certains me traiteront peut-être de dictateur, mais je pense main, du coup, le démon de la majesté ou le démon de la vanité, certainement la vanité, niveau 6, 2400 points d'attaque, invocable avec M-Pen. Donc en gros, on va réussir, si on a un extra piou-piou, à faire M-Pen, extra piou-piou, sacrifice de l'extra piou-piou, démon de la vanité ou de la majesté. Et là, ils vont plus pouvoir faire Norm Battle comme avec la statue barrière. Et généralement, pour avoir fait quelques tests sur Master Duel avant qu'il ne nerfe complètement le deck avec un shifter à 2, et bah ça marche quand même vachement bien. Encore une fois, vu que la méta risque de pas mal changer de décor, on va peut-être mettre en side de 3 Nibiru. Tout ça, ce sont des pistes potentielles pour changer un petit peu le paysage du deck. C'est que mon avis personnel, mais d'après moi, ça peut encore faire des trucs. Je verrai si je continue à jouer ce deck en compétitif pour les prochains événements qui auront lieu. En tout cas, sachez pour information que je risque d'être présent au WCQ de Dunkerque, au WCQ d'Ultra Jeux à Paris, et évidemment, je ferai tout pour être présent au CDF. Sur ce, je suis vraiment désolé si cette vidéo est un peu longue. J'ai parlé d'un de mes decks préférés que j'ai joué après Majou. Je pense que c'est mon deuxième deck préféré. Vraiment, j'aime beaucoup la mécanique et comment ça tourne. Du coup, si ce bilan, cette decklist et cet avis sur la banlist un peu en retard vous ont plu, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur like, à vous abonner à la chaîne, à activer surtout la cloche des notifications, à me suivre sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Maintenant, je vais vraiment essayer de publier beaucoup plus de choses. En tout cas, si la perf vous semble insane avec 298e sur 2400 joueurs, n'hésitez pas non plus à partager cette vidéo. Si ça peut intéresser certains de vos amis ou certaines personnes qui commencent Yu-Gi-Oh! Ou qui sont déjà dans le jeu, avoir un avis supplémentaire, je trouve ça vachement intéressant. Encore une fois, j'ai beaucoup appris grâce aux joueurs qui étaient présents à Lyon pendant ce week-end. Une vidéo tous les samedis, ça ne change pas. Du coup, je vous dis à la semaine prochaine dans une prochaine vidéo. C'était Slifer.